Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Dans le Pas-de-Calais, on les a appelés les frères siamois de l'horreur. En 1997, ils ont violé et tué 4 jeunes filles. Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Elles avaient toutes les 4 entre 17 et 20 ans. Elles étaient parties insouciantes et heureuses pour une nuit de carnaval. Il y avait une indienne, un mousquetaire, une marquise et un pierrot. Quand elles ont croisé la route de leur bourreau, 2 hommes à la limite de l'humanité, déjà condamnés tous les deux, et que tout le monde dans le village savait capable du pire. Le Portel, mardi 11 février 1997. Ça fait 3 jours que cette petite ville au sud de Boulogne-sur-Mer fête le traditionnel carnaval. Ce soir, c'est la dernière nuit, le soir du bal que tout le monde attend avec impatience. Toute la journée, Peggy Merlin, 20 ans, s'est préparée avec sa sœur Amélie, 17 ans. Elles ont séché les cours pour apporter une touche finale à leur déguisement. Peggy sera marquise, Amélie sera déguisée en Pierrot. À la tombée de la nuit, les 2 jeunes filles quittent la maison familiale. Moi, je les ai vues partir vraiment insouciantes, vraiment contentes, habillées, tout, déguisées, tout, vraiment. Elles étaient heureuses d'aller faire ce carnaval, elles étaient heureuses. Peggy et Amélie veulent initier à cette tradition du carnaval leurs 2 nouvelles copines, Isabelle Ruffin, 20 ans, et sa petite sœur, Audrey, 17 ans. Isabelle et Audrey sont arrivées de Valenciennes à la rentrée dernière, il y a 5 mois. C'est leur premier carnaval. Pour l'occasion, Isabelle s'est déguisée en indienne et Audrey en mousquetaire rouge. Je leur ai dit surtout, restez bien à 4. Qu'il n'y en ait pas une qui va traîner ailleurs, restez réunis, restez à 4. C'est les dernières paroles que je leur ai dites. Les filles s'en vont avec chacune 50 francs en poche. Il est 22h, la soirée commence traditionnellement par la tournée des bars sur la place. Et elle s'achève au Portel par le clou du carnaval, le brûlé, un pantin de paille que l'on enflamme devant la foule en liesse. Après avoir dansé autour de ce brasier, tout le monde se rend au bal d'Équien, un village voisin à 3 km au sud du Portel. Virginie, la sœur d'Isabelle et Audrey, décide de ne pas les suivre. On a fait un petit bout de route ensemble, elles étaient vraiment très contentes, vraiment joyeuses, mais chantaient mais vraiment aux éclats, puis ils rigolaient beaucoup avec. Et puis arrivé à un moment, j'ai dit les filles, j'ai écouté, je peux plus, j'ai vraiment mal à la tête, et je vous laisse. Et puis bon, elles sont parties et moi je les ai plus revues. Toute la nuit, les fêtards font l'aller-retour à pied entre le Portel et Équien, de bal en bal. Isabelle avait rendez-vous à Équien avec des amis. J'ai jamais réussi à la retrouver ce soir-là. Et on pense, bon, si on trouve pas, on se dit c'est rien, je la verrai plus tard. On est dans le bal, et une fois qu'on est dans le bal à Équien, c'est la fête, et on n'en sort plus, on n'en sort qu'au petit matin. Vers 7h du matin, après avoir beaucoup dansé, le carnaval d'Équien se termine, là aussi, autour d'un brasier. La maman de Peggy et Amélie a donné rendez-vous à ses filles sur la place d'Équien. Elles doivent prendre ensemble leur petit déjeuner. Marie-Josée Merlin les attend donc, avec les croissants. Quand je suis arrivée, j'ai cherché, je les ai pas vus nulle part. J'ai été voir mon frère, je suis allée voir des amis et personne ne les avait vus. Bon, sur le coup, je me suis pas inquiétée. J'ai dit, elles sont parties, ou elles ont dormi chez ma mère, ou chez des amis, ou comme tout le monde fait habituellement. Et la matinée passe. J'étais toujours sur la porte à guetter leur arrivée, et Madame Merlin m'a téléphoné en me demandant si elles étaient rentrées. Sinon, elles ne sont pas rentrées. Et vous? Non plus. Là, ça commence à m'inquiéter parce que je me dis toute la matinée comme ça, sans qu'ils me donnent de nouvelles, c'était pas normal. Moi, je pensais qu'ils étaient partis voir j'étais chez une copine, mais quelle copine? Parce qu'on n'avait pas de copine sur le Portel déjà. On venait d'arriver, donc on n'avait pas d'amis à part Audrey et Amélie.
Plus le temps passe, plus l'angoisse monte. On téléphone à droite, à gauche, mais la nuit tombe et elles sont toujours introuvables. Alors les familles décident d'aller signaler leur disparition au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer. Ah ben là, on nous a dit que c'était une fugue, qu'elles étaient parties terminer le carnaval à Dunkerque, il n'y avait pas de lieu de s'inquiéter. Les policiers émettent l'hypothèse d'une fête qui se serait terminée un peu tard dans une ville voisine. Néanmoins, un telex est envoyé aux différents services de police de la région avec uniquement la mention « fugue ». Le mot fugue a été utilisé pour garder au départ une option minimaliste, pour ne pas non plus alarmer de manière trop forte les familles, essayer de les rassurer tout de suite. Sachant qu'en outre, aucun élément de disparition ou de séquestration n'était avancé par qui que ce soit. On s'est voulu peut-être plus rassurant qu'il ne fallait, peut-être. Les familles, elles, ne croient pas à une fugue, car les filles n'ont rien emporté. Ni papier d'identité, ni chéquier. Tout est là. Et elles n'ont sur elles que leur costume de carnaval. Et puis c'était pas des filles à s'échapper comme ça, sans rien dire. Elles étaient trop familles, elles étaient trop près de nous. Laure Lamotte est la mère adoptive d'Audrey, Virginie et Isabelle. Elle les a recueillies à la mort de leur mère quand elles avaient 3, 4 et 6 ans. Audrey, la plus jeune, était la plus proche d'elle. On n'y a pas connu sa maman, donc elle s'était attachée à moi comme elle aurait pu s'attacher à une maman. Et elle avait toujours peur que je sois partie sans elle, fallait qu'elle me sache près d'elle. Peggy et Amélie aussi étaient très liées à leur mère. Orphelines de père depuis longtemps, elles avaient reporté toute leur affection sur elle. Elles ne pouvaient pas fuguer. Et puis Amélie devait fêter ses 17 ans 4 jours plus tard avec ses copines. Une fugue à 4, décidément, ça ne tient pas. Gérald Le Signe, vous êtes le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi est-ce que le commissariat ne s'inquiète pas au début de la disparition de ces 4 jeunes filles? Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? À l'époque, c'est le carnaval. C'est le carnaval. Et bien évidemment, les services de police pensent plutôt à ce que ces jeunes filles ont pu éventuellement commettre quelques fugues qui sont constatées chez un certain nombre de jeunes gens de cet âge. Sauf que là, nous avons affaire à des jeunes filles qui sont extrêmement sérieuses et donc il est vrai qu'on aurait dû, dès le départ, prendre véritablement la dimension de risque qui s'attachait à cette affaire. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, parce que c'était le carnaval, les policiers avaient d'autres chats à fouetter, qu'au fond, voilà... Ça... Alors, les policiers avaient été extrêmement sollicités, tout spécialement pendant la durée de ce carnaval, car il y avait eu d'autres événements criminels qui étaient intervenus dans le même temps. J'indiquerai aussi que la difficulté était peut-être liée à la législation applicable à l'époque. Nous étions bien avant l'application de la loi de 2002. Les fugues n'étaient pas toujours prises en compte comme étant des événements d'importance, mais néanmoins, dans cette affaire, je crois qu'il ne faut pas s'abriter derrière l'absence de législation. Là, il y a eu une absence de prise de conscience suffisante du caractère de l'événement. Jeudi 13 février, 2 jours après la disparition des jeunes filles. Leurs familles et leurs amis ont l'impression que la police n'est pas très mobilisée. Alors ils décident de mener leurs propres recherches. Ils explorent les moindres recoins de la région, les entrepôts, les tunnels. Un tunnel fait 6 ou 8 km. On l'a fait entièrement, avec des lampes. Après, on a fait tous les blocos de la côte. Jusqu'à Équien-Plage, on a fait le terrain de cross, parce qu'il y a des blocos aussi là-bas. On a fouillé toutes les galeries, ça n'a rien donné. Inlassablement, ils parcourent les dunes, les plages, inspectent les falaises, là où elles auraient pu avoir un accident. Ils fouillent des bâtisses abandonnées, à la recherche d'un endroit où les filles pourraient être séquestrées. On se promenait, on cherchait, on roulait. Des fois, c'est juste on roulait. On évitait de penser au pire. On roulait en espérant toujours les retrouver. Le matin, je travaillais. L'après-midi, dès que j'avais fini le travail, j'étais chez Madame Lamotte.
Même toute la nuit, on faisait des nuits blanches, à côté du téléphone en espérant avoir un coup de fil. Ben voilà, c'est nous, venez nous chercher à tel endroit. Mais ça, c'est jamais arrivé. Ils font le tour des cafés, prennent des renseignements, interrogent, jusqu'à ce qu'on leur montre une photo d'Audrey. Elle a été prise au Portel dans un bar le soir du carnaval. C'est le dernier signe de vie avant sa disparition. Donc on a su qu'ils étaient bien au carnaval du Portel, qu'ils sont partis après sur Équien-Plage. Et par contre, à Équien, rien. Personne ne les a vus, ni au bal, ni dans les cafés. Donc c'est là que c'est devenu suspect. La trace des 4 copines se perd entre le Portel et Équien. Leurs amis décident d'imprimer des affiches. Ils les placardent un peu partout, à 30 km à la ronde, espérant que quelqu'un se manifeste. Et tous les jours, les familles se rendent au commissariat pour entendre la même réponse. Pas de nouvelles. Aucun élément concret n'apparaissait. Aucun témoignage de personnes ayant pu être au contact avec ces 4 jeunes filles le soir du carnaval ne nous donnait d'éléments d'orientation. Le vendredi, 3 jours après la disparition, les recherches commencent à payer. Dans l'après-midi, le téléphone sonne chez Laure Lamotte. C'est un jeune homme du Portel. Il désire rester anonyme, mais il donne une piste et parle d'une camionnette. Une camionnette blanche avec des bandes vertes sur le côté, immatriculée 59, dans le Nord, le département voisin. Et on s'est demandé pourquoi la personne appelée disait ça, parce que ça pouvait être n'importe quoi. Il y a beaucoup de voitures qui traînent au carnaval pour accompagner les gens jusqu'à Équien. Et le jeune homme raconte. Le soir du carnaval, il lui est arrivé une histoire troublante. Avec sa petite amie, il était assis sur un banc dans un jardin public. Et là, ils ont senti que quelqu'un les épiait. Ils ont eu peur. Ils sont partis. Mais 2 hommes se sont mis à les suivre. Ils ont accéléré le pas, tenté de rejoindre un café. À un moment, ils ont pensé les avoir semés quand tout à coup, ils ont vu la fameuse camionnette avec 2 hommes à l'intérieur. Les mêmes. Le conducteur les a interpellés, les a regardés bizarrement et puis la camionnette a accéléré et disparu. Après 3 jours de recherche qui n'ont rien donné, 3 jours sans le moindre élément, sans la moindre piste, rien qui pourrait convaincre les policiers d'une piste criminelle, voilà enfin un témoignage intéressant. 2 hommes, louches, inquiétants, dans une camionnette blanche à bande verte, immatriculée 59, donc le département du Nord. Intéressant, mais anonyme. Immédiatement, les familles téléphonent au commissariat. Et elles décident d'alerter la presse locale dans l'espoir que la Voix du Nord acceptera de publier leur avis de recherche. Mais quand j'ai vu cette affichette, que j'ai lu les quelques éléments, je me laisse convaincre par l'inquiétude. On est là au bout de 4 jours. Et eux, ils ont eu le temps de s'inquiéter et de se dire c'est pas normal, il s'est passé quelque chose de grave. Un article paraît le lendemain, le dimanche 16 février, avec la photo des 4 filles et la description de ce camion blanc avec des bandes vertes. En retour, les familles reçoivent beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens ont remarqué cette camionnette suspecte le soir du carnaval, avec justement des plaques immatriculées dans le Nord. Tous ces témoignages sont livrés à la police, qui vérifie chaque piste. On a eu des immatriculations, on a fait des recherches des recherches un peu partout sur la région d'Hazebrouck, sur la région de Roubaix, sur la région de Tourcoing, sur Le Havre. Nous avions des signalements qui nous arrivaient, toutes les vérifications ont été faites, mais jamais nous n'avions un élément disant on les a vus à tel endroit accompagnés de telle ou telle personne, ou montant dans un véhicule, voilà. Donc, les seuls éléments, c'était un fourgon qui passait par là. La rumeur de ce fourgon suspect enfle, mais les policiers de Boulogne-sur-Mer n'arrivent pas à déterminer à qui il appartient. Et toujours aucune nouvelle des 4 filles. L'affaire commence à intéresser la presse nationale. Alors là, il y a une dame de l'AFP qui m'a téléphoné en me demandant la permission de divulguer le message dans les radios et les télévisions. Et j'ai répondu oui parce qu'il n'y avait qu'une solution, il fallait les retrouver. Mort ou vive, mais il fallait les retrouver.
Cela fait 5 jours que l'on est sans nouvelles de 4 jeunes filles âgées de 17 à 20 ans et qui ont disparu pendant la nuit du carnaval près de Boulogne-sur-Mer. Les journalistes affluent. L'affaire prend une dimension nationale. C'est pas vivable, et puis qu'elle revienne. Maman, elle est là, maman, elle vient. Maman, elle vous attend. Le qu'un espoir, c'est que vous reveniez. C'est à ce moment-là que le procureur Gérald Lesigne entre dans l'enquête. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus inquiet 5 jours plus tard que le lendemain de la disparition ? Eh bien, quand le temps s'écoule, nécessairement, les choses deviennent plus inquiétantes. Je crois qu'il y a un rapport entre le temps et le risque. Et je crois que là, il était tout à fait évident qu'on était face à une situation de risque élevé. Donc, quelle est votre stratégie ? Elle est d'occuper tout le champ des possibilités. Les possibilités les plus sinistres, avec une enquête lourde de police judiciaire, une hypothèse de séquestration, avec une libération volontaire ou pas, et puis l'hypothèse d'une fugue, parce qu'on ne peut pas non plus complètement exclure l'hypothèse de la fugue. Nous sommes là sur la totalité du champ des possibilités. L'impression que vous avez, parce qu'il faut bien vivre avec des impressions, c'est qu'elles sont vivantes ou mortes ? L'impression que j'avais, c'était plutôt une séquestration. Donc elles étaient vivantes ? Plutôt une séquestration. Parce que on pouvait penser que tuer 4 jeunes filles comme ça apparaissait un fait tout à fait invraisemblable. 6 jours après les disparitions, un jeune homme se présente au commissariat de Boulogne-sur-Mer. Il veut faire une déposition, c'est important, c'est au sujet des 4 filles disparues et plus précisément à propos d'Amélie. Il raconte. J'ai vu Amélie, c'est ma voisine, j'ai vu Amélie le mercredi dans l'après-midi vers 14h15, 14h30 sur Outreau. Et il est formel. C'était bien elle, il ne peut pas se tromper. Elle venait de la cité où elle habite, à Outreau. Il l'a vue passer devant un arrêt de bus. Le mercredi 12 février, soit le lendemain du carnaval, elle était donc vivante. Et pour les policiers, ce témoignage devient la piste prioritaire. C'est un élément, même si on le prenait avec beaucoup de précautions, qui nous rassurait. Puisque, je reviens là-dessus, notre objectif premier, c'était de les retrouver, vivantes. On semblait atteindre le but recherché dès le départ. L'hypothèse de la fugue est donc confortée. Des moyens nationaux sont mis en œuvre. On va les retrouver. On en est certain. Le procureur dessaisit Boulogne-sur-Mer au profit du SRPJ de Lille. Les policiers de la police judiciaire s'installent au commissariat de Boulogne. Leur premier geste est de rendre visite aux familles. Ils sont arrivés tout déboulant un coup à 7h du matin. Ils ont fouillé les chambres des filles, chose qui... demandé les vêtements, refait chercher par les chiens et tout. Là, ça a vraiment bougé. Je pense qu'on a pris les choses tout à coup très au sérieux et qu'on s'est rendu compte que le commissariat de Boulogne n'avait pas pris les choses au sérieux lorsque les 2 mamans avaient signalé la disparition de leur fille. Les plages sont inspectées, des caves fouillées. L'enquête reprend à zéro. Un numéro vert est mis en place. Les témoignages affluent, près de 70 en 2 jours. Et certains paraissent intéressants, ils accréditent la thèse de la fugue. On a eu quelques témoignages qui se sont révélés quand même extrêmement troublants, notamment un témoignage sur Fréjus par un fonctionnaire de police qui les avait reconnus formellement. On a eu également un témoignage sur Paris et un témoignage sur Noyelles-Godault, ce qui à un moment laissait croire qu'elles étaient peut-être en train de revenir vers Boulogne. Le procureur de la République avertit la presse de ce nouvel espoir. Nous avons recueilli au cours de ces dernières heures quelques indications plus favorables qui laissent à penser que malheur ne leur est pas arrivé. Il convoque aussi les familles pour tenter de les rassurer. Les filles auraient donc été vues à Fréjus, à Paris, à Noyelles-Godault, vers Lens, dans une cafétéria. D'ailleurs, les enquêteurs décryptent actuellement la bande de vidéosurveillance. Je n'y ai pas cru. Il nous dit ça pour nous remonter le moral, mais je n'y ai pas cru du tout. Mais elles vont pas descendre à Fréjus habillées en carnaval. En mousquetaire, en
en petite princesse, je ne sais pas exactement, en indienne, enfin, c'est quelque chose de logique. Les policiers continuent de vérifier chaque piste, avec parfois des incohérences. Par exemple, le mardi 18, on prétend les avoir vus à Lens, mais aussi à Toulon, à Strasbourg et à Saint-Tropez. En professionnel de la justice, on ne peut pas se contenter de témoignages humains de gens qui ont vu. La police le sait. Ça ne veut pas dire que les gens sont malveillants, ça veut dire que les gens pensent bien faire et s'auto-convainquent qu'ils ont vu ou qu'ils ont cru voir ou qu'ils ont entendu un tel qui a vu et qu'eux-mêmes leur a raconté qu'eux et ça devient l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Et puis finalement, on ne sait rien. Les policiers dépensent beaucoup d'énergie à vérifier tous les témoignages, mais toujours aucune nouvelle de la camionnette blanche à bande verte, immatriculée 59. Pourtant, les deux familles, elles, sont convaincues que c'est la bonne piste, même si elle ne leur vient que d'un coup de fil anonyme reçu le 14 février. 3 jours plus tard, deuxième coup de fil, toujours anonyme, mais beaucoup plus détaillé. C'est une femme qui passe ce coup de téléphone. Au bout du fil, elle raconte. La camionnette que vous décrivez dans le journal appartient au Jourdain. C'est d'ailleurs ce qui a certainement mis la puce à l'oreille à tout le monde. Appartient au Jourdain. Ce sont des gens peu recommandables qui ont déjà été condamnés pour meurtre et viol. Je dis, bon, si c'est eux, il n'est plus question de les revoir vivantes. Et cette femme donne une adresse, rue du Stade, à Dan. Et elle raccroche. Les amis des 4 jeunes filles s'y rendent immédiatement. Dan est un petit village à 20 km au sud du Portel. Là, ils trouvent rapidement la maison des Jourdain. Quand on a vu le cabanon, le taudis que c'était, quoi, on est resté bouche bée. Plein de débris dans la cour, une grande cour mais remplie de débris. Et on est passé devant, on a tourné un petit peu dans le village. On a été dans un bistrot qui, là, nous a expliqué qui étaient vraiment ces gens-là, ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et on est resté sur eux. Ce que disent les habitants du village, c'est que celui-là, Jean-Michel Jourdain, qui a 35 ans, aurait été condamné à 15 ans de prison pour meurtre. Et que son frère, Jean-Louis, aurait pris 10 ans pour viol. Alors après avoir planqué pendant quelques heures devant leur taudis, les amis des 4 jeunes filles, espérant qu'elles sont peut-être vivantes, qu'elles sont prisonnières à l'intérieur, appellent immédiatement le commissariat de Boulogne. Et on s'imagine qu'immédiatement les policiers font une descente. Eh bien pas du tout. Les policiers viennent reconnaître les lieux et puis s'en vont. Rien ne permet à ce moment-là de mettre en cause réellement les propriétaires de ce fourgon. Il peut y en avoir un certain nombre. Et d'autre part, nous sommes à une heure avancée de la nuit qui ne nous permet pas, même si nous avions des éléments précis, concrets, permettant de mettre en cause les propriétaires de ce fourgon, nous ne pouvons pas intervenir, interpeller. En plus, le commissariat de Boulogne-sur-Mer n'est plus saisi dans cette affaire. La PJ de Lille les a remplacés. Alors la piste de Dan et des Jourdain en reste là, pour l'instant. Mais la rumeur de la camionnette, elle, court toujours. Les policiers de la PJ ont lancé un avis de recherche concernant ce fourgon. Le mardi 18 février, le lendemain du jour où les amis des 4 jeunes filles font le guet devant chez les Jourdain, les enquêteurs reçoivent un coup de fil d'une gendarmerie locale. Les gendarmes signalent qu'un camion avec des bandes vertes a été aperçu et ils donnent une immatriculation. Nous trouvons le précédent propriétaire du camion qui nous déclare avoir recédé récemment ce fourgon à Jean-Michel Jourdain. Jean-Michel Jourdain. Les policiers tapent ce nom dans leur fichier et découvrent, effarés, le palmarès de cet individu. Là, il est clair que lorsqu'on apprend qu'il est propriétaire de ce camion, on est tout à fait conscient que peut-être l'issue sera fatale. Là, les policiers commencent à être vraiment inquiets.
Les amis des 4 jeunes filles avaient peut-être eu raison avant eux. La vraie enquête avec de vrais résultats, ce sont ces jeunes gens qui l'ont menée. Et tout ce qui a été découvert après par les journalistes et puis bien entendu par le SRPJ de Lille, ce ne sont que des éléments qui confirmaient ce que ces jeunes gens-là avaient recueilli 3 ou parfois 4 jours plus tôt. Alors Dominique Rizet, quel est le vrai pédigré, le vrai passé de ces deux-là, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain? Lui, c'est Jean-Louis. Il est né en 1959, il est célibataire et son casier judiciaire comporte essentiellement 3 condamnations. La première en 1986, attentat à la pudeur avec violence, il prend 8 mois. 8 mois ferme. 1987, 1 an ferme pour un autre attentat à la pudeur avec violence. 1989, on monte d'un cran. Jean-Louis Jourdain est condamné à 10 ans ferme pour viol. Jean-Michel. Lui, il est né en 1962, il est marié, il a 3 enfants, il a eu 3 enfants, dont une petite fille, Jennifer, qui est morte à l'âge de 4 mois d'une méningite. Alors, dans la violence, il est un cran au-dessus de son frère dès le départ, dans la gravité des actes qu'il est capable de commettre. Avec un casier judiciaire plus chargé. Plus chargé, dès l'enfance. En 1980, la cour d'assises le condamne, la cour d'assises des mineurs, à 10 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, pour attentat à la pudeur avec violence, pour des faits commis en 1978. Il n'avait même pas 16 ans au moment des faits et sa victime avait 13 ans. Et ça n'est pas tout. Et ça n'est pas tout. En 1986, 3 mois avec sursis pour coups et blessures volontaires sur la personne de son propre père. Il a tiré sur son père avec une carabine. En 1989, là, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saint-Omer pour le meurtre d'une jeune fille de 19 ans qui s'appelait Anita Dassonville. Il a dit qu'il était amoureux d'elle. Il n'a jamais reconnu son meurtre. En tout cas, il a pris 15 ans. Au total, il a passé la moitié de sa vie en prison. Le jeudi 20 février 1997, 9 jours après la disparition des 4 jeunes filles, une quarantaine de policiers est mobilisée et ces policiers sont envoyés aux différents domiciles de la famille Jourdain. À Étaples, ici, ils interpellent Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Et à Dannes, ils interpellent Jean-Luc, le 3e frère, ainsi que la femme de Jean-Luc et le père Louis. Quand les membres de la famille Jourdain sont interpellés, policiers et journalistes découvrent le taudis dans lequel ils habitent. Quand on arrive à Dannes, c'est une porcherie. J'avais jamais vu une maison comme ça. Vous avez des excréments par terre, vous avez des animaux qui vivent avec des bambins, vous avez un amas de vêtements, de ferraille, de bois, de restes d'animaux. Il y a une puanteur extraordinaire. C'est un capharnaüm, mais c'est sale comme c'est pas possible. Le souvenir que j'ai, c'est dans un lit pliant, un enfant qui dormait. Et j'ai vu un enfant d'une blancheur extrême, et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai claqué du genou comme ça contre le lit, et à ce moment-là, j'ai vu qu'il bougeait, je me suis dit, il est pas mort le gamin. C'était incroyable. Il y avait 2 autres enfants, et il y avait 3 pièces dans mon souvenir, et après j'ai su qu'il vivait à 9 là-dedans, je me suis dit, c'est pas possible, où ils dorment. La famille Jourdain vit dans un vieux baraquement. Ils sont 9, en effet, à s'entasser ici, dont 5 enfants de moins de 12 ans. Un cabanon sans salle de bain, sans toilette, où les gamins courent pieds nus sur de la terre battue. À l'extérieur, des voitures désossées, des appareils ménagers rouillés. Le tout en plein centre d'un petit village, somme toute propret. Vous aviez Dannes, le pays des Jourdains, Dannes. Le baraquement Jourdain était considéré comme, par toute la population de Dannes comme une verrue au milieu du village. C'est 150 tonnes de ferraille qui jouxtaient quand même à peu près 15 à 20 habitations. Faisait quand même une grosse tâche au milieu du village. Et ce qu'on souhaitait, c'est que tout soit nettoyé, que le baraquement soit rasé et éventuellement reconstruit. Quand la police débarque, personne n'est surpris dans le village. Depuis des années, ce qu'on appelle le clan Jourdain terrorise les habitants. Les gens, en général, quand ils passaient devant, changeaient de trottoir ou faisaient un grand détour dans le village pour éviter de passer devant leur maison, pour éviter
les remarques, les railleries ou les mauvais coups. Les policiers de la PJ apprennent que les Jourdain sont des ferrailleurs, incultes et illettrés. Un clan qui vit replié sur lui-même. Depuis leur dernière sortie de prison, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain n'habitent plus là. Ils partagent un appartement HLM à Étaples. Mais tous les jours, ils viennent voir leurs parents, à Dan. Leur père est alcoolique et Jeanne, leur mère, serait, dit la rumeur, incestueuse. Dans cette famille, les rapports ne sont régis que par une règle, la violence. Mais entre Jean-Louis et Jean-Michel, c'était souvent des bagarres. Parce que Jean-Louis, c'était le plus vieux, il voulait commander. Jean-Michel, il voulait commander aussi. Et c'était souvent des bagarres. De toute façon, même le père se faisait tabasser. Hein. Lorsqu'on passait au soir devant chez eux, il y a des moments où le père, il avait bu un coup, on entendait crier. Hein. Il a été plusieurs fois à l'hôpital, hein, de toute façon, blessé par ses enfants. Et le plus violent, expliquent les voisins, c'est Jean-Michel Jourdain, le chef de clan, le meneur, 1,80 m, 110 kg. C'était sa carrure de bête qui faisait peur. On aurait dit une bête, quoi, tellement qu'il était grand, carré, costaud et en muscles. Une voiture à lui tout seul, bientôt qu'il l'aurait retourné tellement qu'il était costaud. Jean-Michel Jourdain, examiné par des experts lors de son premier procès pour meurtre, est décrit par les psychiatres comme rustre, égoïste, bestial. Depuis l'enfance, il est connu pour ses bagarres et ses vols. Avec son frère, il a toujours grandi sans aucune barrière morale, comme un marginal, sous l'emprise d'une mère perverse. C'est une personne vraisemblablement très malsaine et qui a appris à ses fils que c'est toujours eux qui avaient raison et que la société n'existe pas. Je pense qu'elle n'en aura appris aucune règle. Ce qui n'était pas grave, c'est d'avoir volé quelque chose. Ce qui était grave, c'est de s'être fait prendre. L'aîné, Jean-Louis, 38 ans, lui aussi a été vu par des psychiatres lors de ses précédents procès. Leur verdict, légèrement débile, alcoolique, bestial, pervers. Tous les deux ont pour point commun d'être bêtes, d'être lâches, d'être violents, d'être privés de pratiquement tout sens moral, de toute capacité de réflexion, de toute capacité d'analyse, c'est-à-dire d'introspection, d'essayer de comprendre ce que l'on fait et pourquoi on est puni ou passible d'une punition. Les experts disent que l'un comme l'autre ne peuvent pas contrôler leurs pulsions, notamment sexuelles. Mais contrairement à son frère qui est marié, Jean-Louis n'a jamais eu de relation durable avec une femme. Jean-Louis perçoit que morphologiquement, il n'a pas un physique très gracieux, très attirant pour les femmes. Il perçoit aussi toute l'humiliation, toutes les humiliations qui ont été accumulées depuis son enfance. Donc, comment voulez-vous qu'il attire une jeune fille et qu'il puisse créer une vie affective et sexuelle harmonieuse? Donc, toutes ces frustrations, toutes ces humiliations font qu'il ne peut parvenir à une sexualité ayant un semblant de sexualité adulte que par la violence. Jean-Louis Jourdain, quand il parle des femmes, il parle comme des femelles, comme des riens, comme des objets qu'on prend, dont on se sert et si elles ne veulent pas, on est un peu plus pressant. Et ça, tout le village le savait. Déjà en 1985, quand Jean-Louis avait 26 ans, un homme mystérieux avec une cagoule rôdait la nuit, tournait autour des maisons et menaçait les femmes. Tout le monde pensait que c'était lui. Les hommes avaient organisé des rondes de nuit, plusieurs plaintes avaient été déposées, mais personne n'avait jamais pu le coincer, jusqu'à ce qu'il parte en prison pour viol. Une fois qu'il s'est retrouvé en prison, tout s'est arrêté. Donc effectivement, c'est pas une preuve, mais on peut penser que l'homme à la cagoule, c'est ce que pense tout le monde à Dan, c'était Jean-Louis Jourdain. Mais à chaque fois qu'ils sortent de prison, le village a peur à nouveau. Le maire tente de les éloigner, il leur propose un relogement ailleurs, mais ils refusent. Alors il alerte les services sociaux sur le sort des enfants, il écrit au Conseil général, au procureur de la République. Rien n'y fait. Dans une lettre,
5 mois avant la disparition des 4 filles, il avait même prévenu « Nous ne souhaitons pas que notre commune connaisse la une des informations télévisées pour un fait dramatique ». Le sous-préfet s'est déplacé chez les Jourdain, mais Jean-Michel l'a fichu dehors. Et rien n'a changé. On savait qu'un jour ou l'autre, il recommencerait. C'est un petit peu quand vous avez une profonde conviction au fond de vous-même, en les voyant, on n'avait qu'une crainte, c'est que ça tombe sur quelqu'un de notre famille. Malgré toutes les démarches qu'on a pu faire, les événements nous ont tristement donné raison. Au moment de leur arrestation, Christophe Capella, alors avocat général, se souvient d'avoir croisé les 2 frères lors de leur précédent procès. Quand ils sont accusés de cela, c'est-à-dire des meurtres et des viols de ces 4 jeunes filles, est-ce que ça vous étonne compte tenu des 2 hommes que vous avez eus en face de vous quelques années auparavant? J'ai marqué moins d'étonnement en ce qui concerne Jean-Louis, car les faits qui lui étaient reprochés à l'époque étaient des faits de viol sur une jeune fille de 17 ans, et un viol qui avait été commis avec une sauvagerie telle que la victime en avait perdu connaissance. Donc au fond, que Jean-Louis soit impliqué dans une histoire comme celle-là ne vous surprend? Cela m'avait moins surpris. Et Jean-Michel? Il avait, en réalité, commis le meurtre d'Anita d'Assonville, une jeune fille de 19 ans, simplement parce qu'il en était amoureux et qu'elle s'est refusée à lui. Donc, si vous voulez, ça n'était pas le meurtre gratuit. Il n'était pas prédateur. Il n'était pas prédateur, oui, c'est l'expression qui conviendrait. Mais naturellement, il reste cette force physique extraordinaire qui consiste à étrangler quelqu'un d'une seule main. C'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il avait fait. Son frère avait agi ou avait tenté d'agir de la même sorte avec la jeune femme qui a été l'objet de cette tentative de viol. Donc, il y a, j'allais dire, un dénominateur commun qui est cette tentative de strangulation, cette strangulation des 2 côtés. Jeudi 20 février 1997. Début de la garde à vue des frères Jourdain. Les faire craquer sera difficile. Les 2 hommes fréquentent la justice depuis tout petit. L'enquêteur Gorzilavski s'occupe de Jean-Michel. J'ai un mur en face de moi, impénétrable, sans réaction, imperturbable, attendant les questions, attendant l'évolution de l'enquête. Et dès qu'on ne parle plus de cette affaire, on s'y sait qu'il évoque ses passions, sa ferraille, qu'il aime bien son chien, qu'il discute avec son garçon. Dans une autre pièce, un autre policier cuisine son frère. Jean-Louis Jourdain, à ce moment-là, était quelqu'un qui parle très peu, qui a quelques difficultés de même pour faire des phrases construites, qui est très réservé, très tendu, qui ne semble pas tout à fait comprendre les questions que je lui pose. Dès le début, les 2 frères nient être allés au carnaval. C'est à peine s'ils connaissent la ville du Portel. Mais les policiers ne les croient pas du tout. Si ils nous avaient indiqué d'entrée qu'ils étaient allés ce soir-là au carnaval, qu'ils s'étaient promenés, qu'ils avaient rencontré plusieurs personnes et puis qu'ils étaient rentrés dans la nuit, c'était à la limite assez conforme aux premiers éléments qu'on avait sur la présence du fourgon. Mais en nous récitant l'un et l'autre le programme télé qu'ils avaient appris par cœur, de même que leur compagne, ça devenait encore plus suspect. Il était bien évident qu'ils avaient préparé leur défense et qu'ils avaient donc quelque chose à se reprocher. En plus, leur camion a été grossièrement repeint du côté où se trouvaient les bandes vertes. Et l'intérieur a été lavé à grandes eaux. Il faut qu'ils parlent, qu'ils disent ce que sont devenues les 4 jeunes filles. Est-ce qu'elles sont en vie ou pas? Les policiers pensent à l'affaire Dutroux. Les gendarmes belges étaient passés tout près de la cache où étaient enfermées Julie et Mélissa, alors qu'elles étaient encore vivantes. On avait cette angoisse-là, de passer à côté et de ne pas retrouver les jeunes filles, ou de les découvrir quand il était trop tard. Alors qu'on aurait pu, par exemple, là on est quand même le vendredi. Le vendredi, nous on est là depuis le lundi après-midi à Boulogne. Si jamais les filles étaient vivantes le lundi après-midi et qu'on les découvre mortes le vendredi, on se dit, bonsoir, on aurait pu aller plus vite, où est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a loupé. Donc c'est pour ça qu'on voulait aller vite et on voulait les retrouver vivantes. C'est une course contre la montre.
Et pendant que les policiers cuisinent les frères Jourdain, leurs collègues tentent de recueillir un maximum de témoignages, car pour l'instant, ce qui manque, ce sont des preuves que les deux frères ont fait le coup. Les fouilles dans leur appartement d'Étaples et sur le terrain de Dan n'ont rien donné. C'est à ce moment-là, pendant la garde à vue, et alors que les frères Jourdain ne lâchent rien, qu'un couple se présente à la PJ. Ils ont quelque chose qui leur trotte dans la tête depuis le soir du carnaval, quelque chose qu'ils avaient déjà signalé aux policiers du commissariat de Boulogne quelques jours plus tôt, mais personne n'avait tenu compte de leur témoignage. La camionnette blanche. Ils l'ont vue, et ils ont vu ses occupants, et ils les ont trouvés plus que louches. Ils expliquent que le soir du carnaval, ils étaient sur la place, au Portel, dans leur voiture. Ils regardaient les jeunes faire la fête, quand tout à coup, une camionnette s'est garée juste derrière eux. 2 hommes en sont descendus, un grand et moustachu, et un autre petit et trapu. Bon, c'est vrai, ils avaient des visages assez durs. Ils sont allés faire un petit peu d'allée et venue sur la place de l'église. Il y en avait un qui s'est posté au niveau d'un café, l'autre s'est posté à un autre, donc on s'est dit franchement, qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. C'était pas spécialement normal. En plus, ils ne sont pas du coin. Ils sont immatriculés dans le Nord. Le couple intrigué décide de les suivre. De loin. Un temps, ils les perdent de vue. Plus tard, ils les croisent à nouveau sur la route d'Équien. C'est bizarre, ils ont l'air de faire des allers-retours entre le Portel et Équien. À un moment, ils prennent en stop des fêtards. Alors le couple note le numéro de la plaque d'immatriculation. Et puis de peur de se faire repérer, après 2 heures de filature, ils laissent tomber. En rentrant chez eux, vers 1h du matin, ils aperçoivent sur le bord de la route 4 personnes, dont un mousquetaire rouge. Peut-être que c'était un de mes neveux. Donc nous sommes ralentis. Ces gens nous ont regardés. Il y en a même un qui nous a fait un petit coucou, quoi. Donc quand on a vu que c'était pas notre neveu, nous sommes repartis sur le Portel et on a recroisé le camion. J'ai dit à mon mari, écoute, on va refaire demi-tour. Et puis ma fille, elle a dit, écoute, il est quand même 1h20 du matin. Demain, on a l'école. On va rentrer. Et mon gamin a fait une réflexion qui m'a dit, maman, tu vois que demain dans le journal, on parle du camion. On dit que... J'ai dit, écoute, arrête, parle pas de malheur. Hein. Les policiers présentent à ces témoins, derrière une glace sans teint, les 2 frères Jourdain. Le couple est formel. Ce sont eux. Jean-Michel Jourdain conduisait la camionnette et Jean-Louis Jourdain était avec lui. Voilà la preuve que depuis le début de leur garde à vue, les 2 frères mentent. Ils étaient bel et bien au carnaval. Et en plus, on sait maintenant qu'ils ont passé la nuit dehors. Un autre témoin les a vus rentrer chez eux avec leur camionnette à 7h du matin. Le lendemain matin, les enquêteurs reprennent les interrogatoires. Ils n'ont plus qu'une journée pour faire craquer les Jourdain. Et ils sentent bien qu'ils ne pourront rien tirer de Jean-Michel. C'est pas tout à fait le cas avec Jean-Louis, sur lequel on sent quand même malgré tout une certaine réaction. Le fait que par moment sur telle ou telle question, il baisse la tête, il donne des attitudes, des petits signes de faiblesse. Et si la question que vous lui posez, c'est une question qui va contre la réponse qu'il a plus ou moins préparée, mais il n'a pas de deuxième réponse prévue. Il avait un mot, c'était ce mot-là, et il ne peut pas en dire un autre. Les policiers sentent tout de suite qu'il vaut mieux ne pas brusquer Jean-Louis. Il était dans un milieu carcéral assez violent. Le milieu familial est un milieu violent. Et là, il se retrouvait en face de quelqu'un qui lui a parlé gentiment, parce que c'était pas la peine de le heurter. C'est pas quelqu'un que vous pouvez rudoyer. Si vous le rudoyez, il va s'enfermer, il ne vous dira jamais rien. Petit à petit, au lieu d'employer un langage policier, judiciaire, avec des mots qu'il ne pourrait pas comprendre, je vais lui parler d'une manière très simple, en utilisant même des mots de patois boulonnais, en le tutoyant effectivement, en lui disant certaines expressions que seuls les gens du coin peuvent comprendre. Le policier glisse alors les photos des 4 filles sur le bureau. Jean-Louis Jourdain reste prostré, sans arriver à parler, sans les quitter des yeux. J'ai appris que Jean-Louis Jourdain avait eu une petite sœur, auquel il était très, très proche, avec une petite sœur qui était décédée quelques années auparavant. Donc je vais lui parler
de sa petite sœur. Je vais lui dire, tu sais, imagine un peu la douleur des mamans. Pour l'instant, elles ne retrouvent pas leur fille. Je dis, je pense que c'est la même douleur que tu as dû avoir lorsque ta petite sœur est montée au ciel. Puis le policier se montre plus pressant, car la garde à vue va expirer dans quelques heures. Je lui dis, bon sang de bonsoir, il faut que tu m'aides parce que là, c'est pas possible. Elles sont peut-être en train de crier, elles sont peut-être en train d'appeler leurs parents. Il faut absolument faire quelque chose. Et là, je pense qu'en disant ça, il se remémore la scène au moment du drame. Et j'ai employé certains mots que peut-être que ces mots-là, ils les avaient entendus au moment du drame. Et je lui dis, il faut me le dire si jamais elles sont dans une maison, si elles sont enfermées dans une maison, si elles sont dans un blocos, si elles sont sur la plage à Sainte-Cécile. Et je dis ça, sans savoir bien sûr que c'est là. Et ça va c'est là que ça va le traumatiser complètement, c'est là qu'il va perdre tous ses moyens. Et il dit, mais moi surtout ce que je veux c'est faire quelque chose pour ces filles, moi, tu vois. Ce que je voudrais c'est qu'on les retrouve pour qu'elles puissent aller au ciel tranquillement avec ta sœur. Et là, c'est là qu'il me dit, on peut plus rien faire, elles sont sur la plage à Sainte-Cécile. Jean-Louis Jourdain est alors pris d'un malaise. Il ne peut plus parler. Le policier lui tend un papier, un crayon. Jean-Louis dessine l'endroit où se trouvent les corps. Les policiers l'emmènent immédiatement sur la plage. Jean-Louis les conduit tout en haut d'une dune, dans un coin retiré, difficile d'accès et recouvert par les herbes sauvages. Et il s'arrête. Je lui dis, t'es sûr que c'est là? Et puis je commence à me dire, c'est pas possible, c'est pas là, il se trompe. Ou alors il m'envoie sur une fausse piste. Il a peut-être effectivement enterré les jeunes filles, mais à un autre endroit. Il a eu le temps de réfléchir que si on ne découvre pas les corps, il pourra toujours revenir sur ses déclarations en disant j'ai dit ça parce qu'on m'a forcé à le dire. Et moi je commence à ne pas croire, à me dire c'est pas possible, je vais pas les retrouver, on va pas les retrouver. Si on ne retrouve pas les corps pendant les 48 heures de garde à vue, les deux frères seront peut-être relâchés. Alors, les policiers demandent aux pompiers de creuser, sans trop y croire. On a continué à creuser et à 70 cm de profondeur, on a vu apparaître un petit morceau de tissu rouge. Et là, on s'est tous regardés, on l'a regardé lui également. Il jouait avec un chien qui était là, un chien des maîtres chiens. Il était complètement en dehors de ce qui se passait, alors que tout le monde était ému du drame, de découvrir les 4 corps. Lui, non, de toute façon, ces personnes qui n'ont pas du tout les mêmes références que vous, qui ne sont pas du tout des humains tels que vous les rencontrez. J'avais rencontré des gens qui avaient commis des crimes, mais qui avaient encore une parcelle d'humanité en eux, qui regrettaient, qui pleuraient, qui disaient, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas la tuer. Là, en aucun cas. En aucun cas, on me parlait de meurtre et de quadruple meurtre, comme on m'aurait parlé de décharger de la ferraille. Les corps des 4 jeunes filles sont les uns sur les autres, dans une fosse d'1,20 m de profondeur. Elles portent encore leur costume de carnaval. Les journalistes sont arrivés sur la plage en même temps que la police, mais ils sont tenus à distance. Une heure ou deux plus tard, on voit arriver des corbillards. Voilà. Là, tout le monde a compris. Des amis des 4 filles sont là, eux aussi. Ils comprennent qu'il n'y a plus d'espoir. Les 2 mamans, elles, ne sont pas encore au courant. Laure Lamotte et Marie-Josée Merlin sont sur l'autoroute. Elles se rendent chez leur avocate à Lille et elles écoutent la radio. L'enquête sur la disparition de 4 jeunes filles il y a 10 jours près de Boulogne-sur-Mer semble avoir pris un nouveau tournant. Oui, les gendarmes et les policiers qui effectuent à l'heure actuelle donc des fouilles, des recherches cet après-midi à Sainte-Cécile viennent de localiser 3 corps. C'est ce que vient de nous préciser à l'instant une source proche de l'enquête. Moi, j'y croyais pas, c'est pas vrai. Comme elle me disait, oui, on les a retrouvés, ils les mettent dans le cercueil. Mais non, c'est pas elle, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Ils sont dans un coin, ils sont quelque part, mais ça peut pas être elle. Et quand on arrivait à la maison, il y avait monsieur le maire
ou trop. Et puis un conseiller était là, donc on a compris, on ne les a même pas laissés parler. Moi, je suis montée dans ma chambre, je me suis écroulée. Le lendemain, dans la presse, toute la région découvre le calvaire que les 4 jeunes filles ont subi ce soir de carnaval. La réalité dépasse la fiction, on ne peut pas imaginer. Moi, je n'avais jamais imaginé. Maintenant, je sais que ça existe, mais je ne l'avais pas imaginé. C'est épouvantable. Alors évidemment, Dominique, une fois les corps retrouvés, on va pratiquer sur eux une autopsie. Que donnent ces autopsies? On retrouve les corps en début d'après-midi le 21 février 1997. Elles sont dans une fosse qui a été creusée par les frères Jourdain, 3 mètres de long, 1,50 m de large, 1,20 m de profondeur. Elles sont là, toutes les 4, tête bêche, face contre terre. Elles sont habillées et elles sont empilées l'une sur l'autre. On va découvrir qu'on est allé crescendo dans la violence. Isabelle Ruffin, c'est la première qu'on a achetée dans la fosse, c'est la première qui a été tuée. Elle ne comporte aucune trace de violence sexuelle. Mais elle a été battue, énormément battue. Elle a dû résister. Elle a finalement été étranglée et on l'a jetée dans cette fosse. Au-dessus d'elle, Peggy Merlin. Elle était déguisée en marquise. Elle a du sable dans l'œsophage, elle a aussi du sable dans l'estomac. Ça veut dire qu'elle a été enterrée vivante ou agonisante. 3e corps, celui d'Amélie Merlin. Elle était déguisée en Pierrot. Et le corps qui est au-dessus, c'est celui d'Audrey Ruffin. Elle était déguisée en mousquetaire. C'est sa manche qu'on voit d'abord quand on creuse. On voit la manche de son costume rouge. Elle est déchaussée. Il lui manque une boucle d'oreille. C'est un détail qui va avoir une importance capitale. Elle présente des contusions multiples. Elle a été battue, frappée, étranglée. Elle a été violée. Elle comporte des traces de violence sexuelle et anale, comme les autres. Amélie Merlin, Peggy Merlin. La conclusion du rapport, c'est qu'il apparaît impossible qu'un seul individu soit l'auteur de tant de lésions sur 4 femmes, jeunes et robustes, dont la conscience et les capacités de défense étaient normales. Ça veut dire 4 femmes qui auraient pu s'enfuir. Un seul homme aurait pu en tuer une, mais pas retenir les 3 autres. Donc ils étaient 2. Et puis, on les retrouve tout habillés. C'est un mode opératoire déjà utilisé par Jean-Louis Jourdain, une sorte de signature. C'est sa façon de revenir en arrière en rhabillant les victimes. Voilà ce que dit l'autopsie. Je leur ferai pas de cadeaux, je vais les tuer. Ils n'avaient pas le droit. On est là aussi justement. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Le lendemain de la découverte des corps, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont mis en examen et écroués. Les 2 mamans des 4 filles découvrent ce qu'elles ont subi. Séquestrées, violées, assassinées. Après avoir lu les détails dans la presse, la foule hurle sa haine contre les frères Jourdain. Ce jour-là, ce matin-là, si la peine de mort avait pu être rétablie, je pense que certaines personnes sur le parvis du palais de justice se seraient personnellement occupées de régler le compte des 2 frères Jourdain. Là, on était dans une logique de œil pour œil, dent pour dent. Les gens étaient révoltés sur la place d'Outreau, sur la place du Portel. Les gens criaient « Donnez-les-nous, on va les lâcher, on va les tuer ». Des milliers de personnes bouleversées descendent spontanément dans les rues. 3000 à Outreau, 2000 à Boulogne-sur-Mer. Ces défilés silencieux dureront plusieurs semaines. Ils rappellent les marches blanches organisées 6 mois plus tôt en Belgique, pendant l'affaire Dutroux. C'est affreux. Il n'y a pas de mots, Quand on les a côtoyés, ils étaient en pleine jeunesse. Les familles reçoivent des lettres de soutien. Des centaines d'anonymes viennent se recueillir devant les 4 cercueils. Je suis horrifié et bouleversé par cet acte de sauvagerie. Dans la région, la colère monte. Les autres membres du clan Jourdain sont évacués et hébergés dans un endroit tenu secret de peur de représailles. Tout le ressentiment qui avait été, qui mûrissait depuis des années et des années, explose à ce moment-là.
à l'encontre de la famille Jourdain. Et on a peur, les autorités ont peur d'un débordement qui n'est absolument pas à exclure. Les obsèques. Alain Juppé, Premier ministre, est là. Plus de 5000 personnes se massent dans l'église et sur le parvis de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Dans la foule, la colère est d'autant plus grande qu'on sait maintenant que les frères Jourdain avaient déjà été condamnés pour des faits similaires. Faire des assassinats comme ça, 4 à la file, c'est inadmissible de voir des trucs pareils. Désolé, mais non. Et les faire sortir avant, alors que tout ce qu'ils avaient fait avant, c'est affreux, affreux. On dit que l'un des frères Jourdain a été condamné à 15 ans et qu'il est sorti au bout de 9 ans. Bon, mais pourquoi? On lui a fait une fleur? Non, c'est la loi, c'est comme ça, c'est le jeu classique des remises de peine. Ça passe pas, ça. Et puis, les gens ne comprennent pas qu'on ne soit pas occupé de ce type, qu'on l'a juste enfermé quelques années, et puis on l'a remis comme ça, aussi dangereux, au milieu de nous, au milieu de nos enfants, mais les gens ne comprennent pas ça. Évidemment, la société vient vous dire à vous, voilà, vous vous êtes trompé, ces deux-là n'étaient pas réinsérables. Il était impensable à l'époque, pour nous tous, que quelqu'un pût commettre un autre crime, c'est-à-dire comparaître à nouveau devant la cour d'assises. Pour tous les professionnels du droit, les criminels qui arrivaient plusieurs fois devant la cour d'assises, c'était les braqueurs de banque, mais jamais pour des crimes de sang. C'était, à mon sens, quelque chose qui était rare. Je crois qu'il n'y avait pas pire sanction que celle de comparaître devant la cour d'assises, qui prononçait tout de même une peine de réclusion criminelle, qui était donc une mise à l'écart de la société pour protéger la société. Tout de même, Jean-Louis Jourdain, être frustre, plutôt prédateur dans sa manière d'agir. Oui, mais est-ce que, après 10 ans de réclusion criminelle, est-ce qu'il n'aurait pas évolué? Vous voyez, le pari qu'on fait sur l'avenir aussi, c'est cette amélioration, cet amendement. C'est-à-dire que vous pensiez que l'homme allait changer? Je me refuse à désespérer d'un être humain. Quelque temps plus tard, un incendie criminel ravage le taudis du clan Jourdain, comme si on avait voulu effacer toute trace des deux frères. Que s'est-il passé cette nuit-là pour que les 4 jeunes femmes soient si atrocement mutilées? À la fin de la garde à vue, les Jourdain ont donné chacun leur version des faits. Le problème, c'est qu'elles sont contradictoires. Alors qui a raison? Qui dit la vérité? En plus, les frères s'accusent mutuellement, aucun des deux ne reconnaît les meurtres. C'est insupportable pour les familles qui veulent savoir ce qui s'est passé. Bon, je voulais savoir pour me dire, faire une image de ce qu'elles avaient vécu. Mais quelque part, j'avais peur de savoir. Je voulais le savoir, mais tout en ayant peur. C'est difficile de ne pas savoir exactement ce qui s'est... De les voir mentir, s'empêtrer dans leurs mensonges et dans leur incohérence. C'est difficile à admettre. Dès le début, les enquêteurs trouvent les déclarations de Jean-Michel Jourdain peu crédibles. Il reconnaît certes être allé traîner avec Jean-Louis au Portel le soir du carnaval. Il avoue même avoir transporté des groupes de fêtards jusqu'à Équien. Jean-Michel raconte que vers 1h du matin, avec son frère, ils ont remarqué 4 filles au bord de la route. Ils les ont pris en stop. Son frère serait resté avec elles à l'arrière du camion. Et ils auraient discuté tranquillement. Lui, pendant ce temps-là, aurait pris la direction de Sainte-Cécile. Arrivé à la plage, tout le monde descend et se dirige vers le blocos. Ils s'étaient retrouvés tous les 6 dans le blocos, où d'ailleurs les filles étaient décontractées, souriaient, je vais pas dire heureuses de vivre, mais presque. La position de Jean-Michel, elle heurte de plein fouet l'évidence. Il décrit en fait les choses de la façon suivante. Il dit qu'ils arrivent sur place et que ces jeunes femmes les ont suivis très facilement jusqu'au blocos. Ce n'est pas possible parce qu'on est dans un contexte de violence et de peur. Il faut savoir déjà que ces jeunes femmes-là ont fait 20 km dans ce fourgon.
Elles savent donc à partir de ce moment-là qu'on est en train de les enlever, puisqu'on devait les conduire à 1 seul kilomètre de là. La suite du récit de Jean-Michel ne tient pas debout non plus. Ils seraient restés tous les 6 un petit moment dans le blocos à discuter. Puis Jean-Michel serait parti, laissant Jean-Louis seul avec les 4 filles. Jean-Michel va se souvenir qu'il a oublié les clés sur son magnifique véhicule et il va donc les abandonner pendant 1 heure à peu près, puisque arrivé à son véhicule, il va se reposer, va fumer une cigarette. C'est en tout cas les explications qu'il donne à ce stade. On est dans le noir, on est en pleine nuit, il pleut, il y a la tempête. Et on imagine Jean-Michel Jourdain en train de fumer une cigarette à bord de son fourgon pendant que son frère est avec les jeunes femmes dans ce blocos. C'est complètement fou. Jean-Michel Jourdain serait ensuite retourné au blocos. Il aurait croisé Jean-Louis sans les filles. Il va demander à son frère qu'est-ce qu'il avait fait des 4 filles. Il lui a désigné un endroit, quelques mètres au-dessus, où il avait retrouvé les 4 corps inanimés. Après avoir engueulé son frère et avoir constaté qu'elles étaient décédées en les secouant les unes après les autres, il était retourné à son fourgon, chercher sa pelle. Là, Jean-Michel reconnaît avoir aidé son frère à enterrer les corps sur la dune. Et au petit matin, il serait rentré chez eux. Pour les policiers et la juge d'instruction, la version de Jean-Louis est beaucoup plus crédible. Et après tout, c'est lui qui a indiqué où se trouvaient les corps. Jean-Louis raconte que oui, ils sont allés au carnaval et que oui, ils ont fait monter les filles dans le fourgon. Mais lui concède qu'elles étaient paniquées, qu'elles ont essayé de fuir quand elles se sont aperçues que la camionnette prenait la mauvaise direction. Quand ils sont arrivés sur la plage, à Sainte-Cécile, Jean-Louis raconte qu'ils sont allés au blocos et que c'est son frère qui s'est occupé des filles, une par une. Jean-Michel monte avec une des 4 jeunes filles au sommet de la dune. Et Jean-Louis reste dans le blocos pour garder les jeunes filles parce que, dira-t-il, elles ne voulaient pas rester toutes seules. 20 minutes après, Jean-Michel redescend et remonte avec une autre jeune fille, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Puis Jean-Louis explique qu'il part du blocos avec son frère et la 4e fille, le mousquetaire rouge. Elle a mal au ventre, alors il l'aide à escalader les rochers et la dune. Et là, il raconte s'être livré sur elle à des attouchements. C'est la seule agression qu'il avoue, le reste, c'est son frère. Ensuite, les 2 frères et la jeune fille parviennent en haut de la dune. Et là, il a assisté, dira-t-il, à la mise à mort de cette jeune fille. Jean-Michel, l'étranglant par derrière avec son bras. Jean-Louis Jourdain aurait vu ensuite, allongé sur le sable, le corps des 3 autres filles. Alors avec son frère, il les aurait enterrés. Et il serait rentré chez eux. Il est inimaginable, dans la version de Jean-Louis, de penser que ces 4 jeunes filles seraient parties à l'abattoir les unes après les autres sans chercher à se rebeller. Bien sûr qu'au moins l'une d'entre elles aurait réussi à prendre la fuite. Version totalement farfelue, mais version destinée à dire « c'est mon frère qui s'est occupé des jeunes filles, et s'il s'est passé quelque chose, c'est mon frère ». C'est vous dire le lien de fraternité qu'il y a entre ces 2 frères. Pourtant, la version de Jean-Louis colle assez bien avec le rapport d'autopsie, notamment sur la façon dont le mousquetaire rouge, Audrey, a été étranglé. Mais ça ne suffit pas à convaincre la juge d'instruction qu'il dit la vérité. Emmanuel Vacogne, vous êtes la juge d'instruction qui instruit l'affaire Jourdain. Selon vous, à l'issue de votre enquête, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? La thèse de Jean-Louis Jourdain n'a pas pu être confirmée pendant la reconstitution. Il prétendait donc que les jeunes filles qui étaient déguisées, donc avec des déguisements assez imposants et ne rendant pas le déplacement aisé, donc il prétendait que les jeunes filles s'étaient rendues sans contrainte particulière, avec 2 individus qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles n'avaient pas forcément envie de suivre, sur ce chemin, et qu'elles étaient ensuite descendues vers le blocos en traversant des enrochements, en escaladant une plateforme et en traversant des barbelés. Toutes les 4 ensemble?
toutes les 4 ensemble, de nuit, sans lampe torche, puisque on leur a fait préciser plusieurs fois et ils ont toujours précisé qu'ils n'avaient pas de lampe torche, alors qu'il pleuvait, qu'il y avait un taux d'hygrométrie de 98%, donc des conditions climatiques difficiles. Or, lorsqu'elles sont retrouvées, leurs vêtements ne comportent strictement aucun accroc qui aurait pu être fait par des barbelés ou par des rochers et des enrochements. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Autre élément qui laisse penser qu'ils ne sont pas allés au blocos, c'est qu'elles n'avaient pas de sable dans leurs sous-vêtements et que aussi bien la dune que le blocos sont envahis de sable. L'intérieur du blocos également. Ce qui laisse sous-entendre qu'elles n'ont pas pu, en tout cas, être violées à cet endroit-là. Également, autre élément qui laisse penser que le scénario décrit par Jean-Louis ne s'est pas déroulé dans le blocos, c'est qu'il précise l'ordre dans lequel son frère emmènerait les victimes. Il les décrit par rapport à leur costume uniquement. Et dans le blocos, on l'a vérifié également lors de la reconstitution, il fait nuit noire et il est absolument impossible, sans lumière, de discerner un mouvement ou un costume. Il y avait des traces de sperme sur les corps des jeunes filles. C'est le sperme de Jean-Michel ou c'est celui de Jean-Louis? Alors, on se situe en 97, donc au début des recherches sur l'ADN. On a trouvé en tout 6 spermatozoïdes. Ils ont été envoyés au LIPS de Lille, laboratoire de police scientifique. Au laboratoire de police scientifique de Lille, qui nous a donc répondu que, sur 6 spermatozoïdes, il était impossible d'établir à l'époque un génotype ADN. J'avais pris au préalable attache également avec le laboratoire de Nantes, qui était déjà assez pointu en l'espèce, qui m'avait fait la même réponse. Donc en fait, nous n'avons pas pu déterminer s'il s'agissait du sperme de l'un ou l'autre. Impossible de savoir qui a violé, qui a tué et où. Tous les deux mentent. Et en plus, au fur et à mesure des interrogatoires, Jean-Michel modifie son récit. Informé du retour par moi-même et par la procédure du retour des expertises, eh bien, il s'est adapté et s'apercevant que les recherches d'ADN n'avaient pas parlé, à ce moment-là, Jean-Michel Jourdain a décidé de tout nier, se disant que les expertises ne pouvaient pas le contredire. Devant la juge d'instruction, 8 mois après les faits, Jean-Michel Jourdain change totalement de version. Il reconnaît toujours qu'il est allé au carnaval du Portel, qu'ils ont transporté toute la nuit des groupes de fêtards sur le chemin d'Équien. Mais il a pu monter des jeunes qui étaient déguisés, mais dont il ne sait pas si les 4 jeunes filles pouvaient être parmi ces personnes qui étaient montées dans la fourgonnette. Jean-Michel ne se souvient pas des 4 filles. Il ne les a pas prises en stop et surtout ne les a jamais emmenées à Sainte-Cécile. Il raconte maintenant que lui et son frère, fatigués, ont voulu rentrer chez eux vers 1h ou 2h du matin, que sur la route il a commencé à s'endormir au volant et que donc ils se sont arrêtés pour faire un somme à environ 10 km de chez eux et qu'ils auraient dormi jusqu'au petit matin. Mais alors, comment expliquer qu'on ait retrouvé une boucle d'oreille et son fermoir dans le camion, une boucle qui appartenait à Audrey, c'est certain, puisqu'on a retrouvé la 2e sur son cadavre. C'est la preuve qu'Audrey est bien montée dans le fourgon. Jean-Michel concède qu'Audrey a pu faire partie d'un des groupes de jeunes qui l'a transporté vers Équien, et dans la cohue, sans doute a-t-elle perdu sa boucle d'oreille. Le fermoir est endommagé. Elle n'a pas perdu sa boucle d'oreille malencontreusement dans la fourgonnette. Elle l'a perdue parce qu'elle a été arrachée. Et si elle a été arrachée, c'est qu'elle a pris des coups. Et si elle a pris des coups, elle a pris des coups dans la fourgonnette. Et Audrey ne s'est pas séparée de ses sœurs. Tout se serait donc déroulé dans la camionnette. C'est en tout cas la thèse de la juge d'instruction. Pardonnez-moi, mais comment peut avoir lieu le viol et le meurtre de 4 jeunes filles par 2 hommes plutôt costauds dans un petit fourgon? C'est un J5, l'espace est relativement réduit à l'intérieur, mais ça a l'avantage de permettre de les contenir facilement. Il ne faut pas oublier que quand elles sont retrouvées, elles présentent des contusions multiples au niveau du visage.
Donc il est certain qu'elles ont été frappées avant d'être violées. Donc l'hypothèse émise était qu'elles ont été d'abord contrôlées par la violence et que les violences sexuelles ont eu lieu après, sur 3 d'entre elles, puisque l'une d'elles n'en a pas subi. Ceci dit, cela reste une hypothèse, puisque les seuls à savoir ce qui s'est passé, ce sont les frères Jourdain. C'est sur la base de ce scénario, selon lequel les viols et les meurtres auraient eu lieu dans la fourgonnette, que les frères Jourdain sont renvoyés tous les deux devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, en espérant que la vérité surgira, éclatera durant les audiences. 16 octobre 2000, 3 ans et demi après le drame. Le procès des Jourdain s'ouvre à Saint-Omer. Beaucoup de gens sont venus, malgré la pluie, voir à quoi ressemblent ces frères Jourdain. Jean-Michel entre le premier dans le box. Il a une entrée incroyable. Le blouson ouvert, il a ce geste de remettre sa ceinture en place et il toise la salle. Ces 4 jeunes filles ont été entre les mains de ces 2 bûcherons. Ils ont des carrures de bûcherons. Ils ont des forces herculéennes. Elles n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Quand je les ai vus, j'ai vu Jean-Michel, ses mains, j'ai dit comment ils ont pu, comment des hommes pareils avaient pu toucher à mes enfants. Ce procès doit durer 15 jours. Les Jourdain encourent une peine de réclusion à perpétuité. Mais vont-ils parler? Vont-ils lâcher un semblant de vérité? Les mamans pourront-elles enfin savoir ce qui s'est passé? Dès le premier jour, c'est mal parti. Jean-Michel refuse d'ouvrir la bouche. Il assiste à son procès comme on assiste à une farce. Il est détaché, bras croisés, distancié. Il ne répond pas aux questions. Il s'enferme dans ses invraisemblances. Il est ironique, quasi sarcastique. Il boude. Il dit rien, il dit que la justice lui en veut, qu'il n'a jamais rien fait, qu'il comprend pas ce qu'il fait là, il comprend pas son frère. Il comprend pas, son frère est à droite, il comprend pas pourquoi son frère s'accuse, puisqu'il était avec lui et que lui n'a rien fait. Voilà, Jean-Michel Jourdain, c'est ça. Son frère Jean-Louis fait quelques efforts. Il veut bien répondre aux questions. Le problème, c'est que personne ne le comprend. Il parle de façon saccadée, avec un fort accent, en patois. Le président interloqué lui demande sans arrêt de répéter. Il a ce regard fuyant, il a cette espèce de position comme ça, il regarde au-dessus de ses lunettes avec des gros foyers, il est penaud, il s'assied, quand il se lève, c'est toujours un cirque pour récupérer le micro, les gens sourient, il s'excuse sans s'excuser, il se demande ce qu'il fait là, c'est très, très particulier. L'avocat général, Luc Frémiot, va tenter de démontrer que ces meurtres étaient prémédités. Selon lui, les frères Jourdain n'ont pas enlevé les jeunes filles par hasard. Ils ont préparé leur coup. Ils se sont organisés. D'abord en achetant spécialement la camionnette. L'avocat général fait venir Romuald Muller, le chef d'enquête du SRPJ, à la barre. Ce fourgon a été un achat destiné à assouvir leur pulsion meurtrière et sexuelle. Un peu comme une arme. C'est effectivement les propos que j'avais employés aux assises. Pour moi, c'est un petit peu comme un braqueur irait à un moment acheter chez un commerçant véreux, acheter une arme à feu en projetant son braquage. Et cette arme, selon l'accusation, ils l'ont testée. 2 jours avant le carnaval, ils ont tenté un premier enlèvement. La victime vient témoigner. Le 9 février 1997, vers 21h, elle téléphone d'une cabine publique quand elle voit un homme descendre d'une camionnette blanche avec des bandes vertes. Il s'approche à une vingtaine de mètres d'elle et l'observe. Effrayée par son allure, elle va aussitôt rejoindre un ami qui téléphone un peu plus loin dans une autre cabine. Alors l'homme à la camionnette, qu'elle identifiera plus tard comme étant Jean-Michel Jourdain, monte dans son véhicule et la suit en roulant au pas. La porte arrière est entrouverte.
et Jean-Louis qui est derrière, avec la porte entrebâillée, qui ouvre la porte au moment où il pense qu'il va pouvoir faire monter la jeune femme de force, et qui referme au moment où il se rend compte que l'occasion est passée. Le 9 février, et le 12, dans la nuit du 11 au 12, on enlève les 4 jeunes femmes du portel. La préméditation, elle est là. On est face à des géants qui sont partis chasser ce soir-là. Selon l'accusation, toute la soirée, les Jourdain ont cherché des proies. Ils ont pris des gens en autostop toute la nuit, jusqu'au moment où ils n'ont eu que des filles. Tant qu'il y avait des garçons dans le groupe, ils les déposaient. Ces 4 jeunes filles auraient été accompagnées d'un seul garçon, ils les auraient déposées avec eux. Il leur fallait des filles. Et cette camionnette est un piège idéal. Les fêtards qui ont été transportés par les Jourdain le soir du carnaval l'affirment, ils ne pouvaient pas ouvrir les portes de l'intérieur. À chaque fois, il fallait que Jean-Louis les libère. Une fois montés dans le fourgon, les jeunes femmes étaient donc prisonnières. Dans le box, face à ces accusations, les frères Jourdain ne bronchent pas. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est « je ne sais pas, j'ai rien fait, j'y étais pas ». Alors le président de la cour d'assises décide d'un déplacement sur les lieux. Sur la plage, tout le monde est là, les familles, les jurés, les magistrats, les témoins et bien sûr, les accusés. Il s'agit de refaire le parcours indiqué par Jean-Louis Jourdain. Et là, en plein jour, alors qu'il fait beau, les jurés trébuchent sur les rochers, ont du mal à cheminer entre les barbelés. L'évidence éclate aux yeux de tous, la version de Jean-Louis ne tient pas. Et en plus, l'attitude des 2 frères sur la plage choc. Jean-Michel a vécu ça, comme une promenade à la plage. Il était content de prendre l'air, Jean-Michel. Ça lui a permis de respirer l'air du large et puis de se balader. Il avait les mains dans les poches, il était très détendu. Jean-Louis était beaucoup plus mal. Jean-Louis était mal, surtout lorsqu'on est arrivé en haut de la dune. Jean-Louis Jourdain semble troublé. Il faut en profiter. De retour au palais de justice, l'avocat général revient à la charge en rappelant un épisode sordide. Il y a un moment où je vais l'interroger notamment sur la présence de 2 canettes de bière que l'on va retrouver à proximité immédiate du lieu de sépulture. Et moi, à ce moment-là, j'ai la conviction que les frères Jourdain ont bu une canette de bière après avoir enterré les jeunes femmes. Et j'ai posé la question. À ce moment où je la pose, je ne vais pas imaginer une seconde d'ailleurs qu'ils vont me répondre par l'affirmative. Et brusquement, je pose la question à Jean-Louis Jourdain au moment où il s'y attend pas. Je dis, Jean-Louis, les 2 canettes que l'on va retrouver là-haut, c'était pour vous récompenser après l'effort? Vous avez bu une bière bien fraîche? Et Jean-Louis me regarde et me répond, elles étaient tièdes. Je crois que tout est dit dans un cas pareil. Tout le monde prend maintenant conscience qu'on ne pourra rien tirer des 2 frères. Les mères désespérées se présentent à la barre avec malgré tout l'espoir de savoir enfin la vérité. C'est la tentative de la dernière chance. Je voulais essayer de les faire parler que devant mon chagrin, devant mon chagrin, et qu'il est croqué et puis qu'il nous ait moins dit ce qui s'était passé, mais il n'a pas croqué. Il est bien trop fort pour ça. On n'en sortira jamais. On est ici, on se demande pourquoi, parce qu'ils ne diront jamais la vérité. Les avocats des Jourdain tentent une dernière fois de leur arracher quelques mots, mais rien à faire. En l'absence de preuves, ils voient se profiler un scénario qui ne leur plaît pas. Que les 2 frères soient condamnés à la même peine. Je pense que Jean-Louis était un faible, uniquement préoccupé par sa libido, uniquement préoccupé par son problème avec les femmes, et que son frère lui servait en quelque sorte d'entraîneur dans la violence. C'était un modèle. Et s'il y a 2 monstres, il y en a un encore pire que l'autre, c'est bien Jean-Michel. Il y a un détail monstrueux dans ce dossier. C'est que l'on a retrouvé les ADN de Peggy sous les ongles d'Amélie, les 2 sœurs Merlin. Ce qui démontre, par preuve scientifique, qu'elles se sont agrippées l'une à l'autre. Le reste, ils étaient 2. Il fallait être 2 pour faire ce qu'ils ont fait et ce qui a été constaté sur les cadavres de ces filles.
Est-ce qu'on a encore besoin de savoir qui la tenait, qui la frappait, qui la violait? C'est tout, à un moment, l'évidence s'impose. Pour l'avocat général, les Jourdain sont fusionnels dans l'abomination. Ils sont les frères siamois de l'horreur. Après 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, le maximum pour Jean-Michel. Il accepte sans ciller, sans aucune émotion. Jean-Louis écope lui aussi de prison à vie, mais avec une peine de sûreté de 20 ans. Et je pense que tout le monde s'est dit que si Jean-Louis n'avait pas parlé, on les chercherait encore. Et que cet aveu-là valait bien 2 années de moins de période de sûreté. Ça ne me ramènera pas mes filles, mais au moins on sait qu'il y en a 2 qui ne feront plus de mal à personne. Au moins de ce côté-là, on est soulagés. On fermera toujours nos bras sur du vide, mais enfin au moins ils ne feront plus de mal à d'autres enfants et à d'autres familles. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Jamais. Parce qu'on sait que ce qu'ils ont bien voulu nous dire, les Jourdain. Mais l'exacte vérité, on ne le saura jamais. En mars 2002, les 2 frères se retrouvent à nouveau sur le banc des assises pour leur procès en appel. Et au bout de 10 jours, après 3 heures seulement de délibéré, les jurés confirment les 2 peines à perpétuité assorties des mêmes peines de sûreté. Pendant ce second procès, Jean-Michel Jourdain a seulement avoué avoir participé à l'ensevelissement des corps des 4 filles. Le blocos de la plage de Sainte-Cécile a été dynamité en février 2003, 6 ans, jour pour jour, après la mort de Peggy, d'Amélie, d'Isabelle et d'Audrey.